Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour, cette deuxième étape du challenge de découverte de la magie de la psychogénéalogie, du transgénérationnel et des outils auxquels je propose de vous former. Je vais vous parler aujourd'hui des loyautés invisibles. Les loyautés invisibles, c'est un sujet fondamental dans la psychogénéalogie. Donc, je vais essayer d'être clair et concis et en même temps extrêmement simple dans ma présentation. Si vous avez en tout cas des questions, vous savez que vous pouvez toujours envoyer un mail ou même en, envoyer un mail ou faire un commentaire ou en tout cas me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis donc Jérémy Frison et je vous invite à découvrir la magie de la psychogénéalogie et les outils que j'ai développés dans cette méthode qui s'appelle la psychogénéalogie énergétique. Nous allons donc parler de loyauté aujourd'hui. Alors la loyauté, euh, c'est un sujet fondamental parce que c'est un peu ce qui vient un peu teinter toute notre existence jusqu'à un certain point. En tout cas, quand nous reproduisons certains schémas, certaines maladies, certains échecs, eh bien, c'est qu'il y a peut-être ce qu'on appelle une intrication, un lien avec un ou plusieurs ancêtres. L'enfant, par nature, va être loyal. L'enfant va être loyal à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, pendant les premières, voire même de très nombreuses années, besoin de survivre. Et dans ce besoin de survie, il y a des phénomènes, une dynamique qui va se mettre en place, qui est, je vais forcément croire ce qu'on me dit, accepter la vision du monde, reproduire la façon de gérer les émotions, des comportements, un vocabulaire, une façon de vivre, etc., etc. Donc, je vais être finalement, et c'est bien normal, hein, on n'est pas en train de dire que c'est quelque chose d'anormal dans les premières années de sa vie. Le problème, c'est quand ça dure et quand nous ne sommes pas capables, finalement, en tant qu'adultes, de mettre à jour ces loyautés, tout simplement pour devenir adulte, pour vivre en tant qu'adulte. Et le psychanalyste Carl Gustav Jung dirait pour s'individuer. Il parle d'individuation. Donc les loyautés, finalement, c'est ce qui va empêcher ou ce qui va venir en opposition à l'individuation, c'est-à-dire vivre comme un individu et non pas comme un membre d'un clan ou d'une troupe. On reste le fils de ses parents, le petit-fils de ses grands-parents, mais on peut aussi vivre en tant qu'individu. Et c'est souvent ça le nœud en psychogénéalogie, où on va essayer d'aller trouver les loyautés qui permettent aux personnes d'être libres finalement. Le problème avec les loyautés, c'est qu'elles sont invisibles, c'est qu'elles sont inconscientes. Donc même si on a l'impression d'être adulte, si on a l'impression de vivre comme un adulte, si on a l'impression d'être mûr sur tous les sujets, parce que l'expérience, etc., etc., eh bien, il y a dans l'inconscient, finalement, des loyautés qui restent. On reste fidèle à un grand-père qui a eu le même problème, on reste fidèle à une grand-mère qui a eu les mêmes croyances, hein, les croyances, les fameux la vie c'est comme ça, ou attention les gens, ou attention les hommes, ou attention les femmes, elles sont toutes comme ça. Ça peut venir comme ça nous créer, finalement nous éduquer et donc ensuite créer des limitations, des ornières qui vont nous empêcher de nous épanouir et d'avoir une vision un peu plus positive de la vie. Donc le terme de l'AET, c'est le fait de porter, d'endosser ce qu'on appelle des dettes invisibles. C'est-à-dire, comme l'autre n'a pas vécu ça, je vais récupérer sa dette, souvent. Hein, c'est à la fois de la fidélité et de la loyauté au sens l'autre n'a pas pu vivre ça, donc pourquoi je m'autoriserais moi à le vivre? Hein, on vit dans une espèce de répétition. Et en même temps, euh, parfois, on va vivre dans une espèce de compensation, un désir de compenser ce que l'autre n'a pas vécu, mais on va toujours donc être construit ou agir en fonction des autres, en fonction des ancêtres en l'occurrence. Ce qui, dans un cas, c'est-à-dire la fidélité, et dans l'autre, être motivé par le fait de compenser ce que l'autre n'a pas vécu, c'est toujours se construire en fonction et en rapport aux autres. Ce n'est pas vraiment se construire en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'unité et individu. Donc, c'est finalement problématique dans les deux cas. Euh, un exemple pour la fidélité, les métiers souvent sont répétés. Hein, on est boulanger de père en fils, on est, etc., etc., où on reste dans le même domaine, c'est-à-dire euh, euh, j'avais une arrière-grand-mère qui était institutrice. Moi, je vais peut-être rester dans un domaine
de soins, d'accompagnement, d'éducation, ou je vais peut-être travailler au Pôle emploi et aider les gens à trouver leur chemin. C'est un peu le même domaine finalement que l'institutrice. On aide, on accompagne et on aide les gens à passer une étape. Euh, dans le domaine inverse, quand quelqu'un n'a pas vécu quelque chose dans l'arbre, par exemple un ancêtre qui n'a pas pu être en couple, eh bien, je vais développer une sexualité frénétique, parfois une addiction à la sexualité, où je vais multiplier les couples comme si j'essayais inconsciemment de compenser mon ancêtre qui n'a pas pu être en couple. Imaginez par exemple un ancêtre homosexuel dans les années, avant les années 80, hein, puisque c'est quand même très récent, l'acceptation relative, mais acceptation quand même. Eh bien, quelqu'un qui a cette mémoire-là d'un ancêtre qui a été frustré, rejeté pour cela, etc., qui n'a pas pu vivre un couple, peut-être qui est en couple, qui est amoureux, mais qui n'a pas pu l'assumer ou le vivre au grand jour ou dans la joie, eh bien, sa descendance peut, hein, ce n'est pas une obligation évidemment, c'est pas systématique, mais la descendance peut multiplier les conquêtes, pas forcément homosexuelles, hein, on n'est pas dans le copier-coller dans cette dette, mais on est dans un rapport symbolique. Donc peut-être qu'un jeune homme ou une jeune fille va multiplier les conquêtes en hommage, finalement, pour rendre hommage, pour réparer finalement la loyauté envers cet ancêtre qui n'aurait pas pu vivre entièrement son être, tout simplement. Voilà, donc là, on a déjà quelques petits exemples. Et puis, les loyautés, elles peuvent s'inscrire dans le corps aussi à travers des maladies. Pourquoi finalement cette loyauté? Eh bien, parce qu'elle nous garde, elle nous permet de rester dans le clan. Elle nous permet d'appartenir à un clan, à un groupe, d'avoir finalement une identité. Hein. Le groupe devient notre identité au lieu de créer nous-mêmes notre identité, ce qui n'est pas toujours aisé. On le sait bien, hein, vivre en tant que soi-même tout seul, s'inventer en permanence, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la confiance, il faut avoir du courage. Et donc, c'est plus, parfois, voire même souvent, plus rassurant, plus facile de rester dans le clan, réellement ou symboliquement. Hein. Réellement, ça pourrait être rester dans la même ville, dans le même quartier, parfois dans la même maison, c'est arrivé, dans les soins, dans les rencontres avec les clients, ou symboliquement, rester dans un même corps de métier, ou rester dans le même schéma, les mêmes croyances, et les mêmes maladies. On remarque souvent des reproductions de maladies dans les familles. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de facteurs biologiques, on est en train de dire qu'il y a des racines inconscientes, psychologiques, invisibles à ces maladies, à cette transmission. Bien sûr, il y a une transmission génétique, mais avec l'épigénétique, on sait qu'il y a aussi une transmission inconsciente euh, de ces maux MAUX et de ces maladies. Donc, c'est intéressant d'aller voir là. Il y a même des maladies qui se déclenchent au même âge et à la même période de vie que l'ancêtre qui l'a déclenché pour la première fois. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. Il y a même des maladies ou des problèmes qui se déclenchent à la date anniversaire de la mort d'un ancêtre. Donc, on va quand même essayer d'aller voir avec les dates, celles qu'on a en tout cas, quelles sont les récurrences, quels sont les liens avec ses ancêtres. Alors, quand on ne connaît pas ses ancêtres, eh bien, on n'en a pas besoin d'avoir ces dates. On va les chercher de façon un peu plus intuitive, un peu plus kinesthésique, c'est-à-dire ça va passer par le corps, on va les demander au corps, comme en kinésiologie, eh bien, de donner les informations. Voilà, donc l'objectif, c'est d'être dans le respect des aînés, des ancêtres, mais de ne pas être lié, scellé plutôt, d'être lié, mais de ne pas être enfermé par ce lien à la famille et aux ancêtres, d'être tout simplement un être qui puisse vivre et décider de ses propres choix, sans être le mouton qui reste dans le clan pour faire plaisir, parce que c'est une notion, finalement, derrière la loyauté, c'est pour faire plaisir, pour convenir et pour ne pas être rejeté. On évite de s'individuer, d'être pleinement soi pour ne pas être rejeté, puisque notre expérience, elle est collective, hein, on la vit de façon collective. Et donc, si en plus, dans l'enfance, il y a eu une sorte de pression familiale, une angoisse familiale à laisser les enfants vivre leur vie, à traverser la route, à créer, à faire des liens avec les autres, eh bien, ça va être encore plus difficile. Donc voilà, on va aller en psychogénéalogie énergétique avec les outils
dont vous verrez quelques extraits dans le challenge et puis en formation. Aller identifier comme ça tous les systèmes, toutes les loyautés, là où elles sont, le système, et puis on va essayer de libérer tout ça pour un peu plus de joie, un peu plus de liberté et de souveraineté. Voilà pour cette deuxième journée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a déjà peut-être apporté quelques clés. Et puis, vous pouvez découvrir la suite de l'email du challenge. Et puis moi, je vous dis à demain. Ciao.